Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens après plusieurs semaines d'absence pour vous proposer un petit bilan de mes lectures de cet été. Je m'étais lancé un défi lecture, je me souviens plus si j'en avais parlé sur YouTube de ce défi lecture, mais en tout cas j'en avais fait un article sur le blog et un post Instagram, et il s'agissait de me lancer des petits défis. Chaque défi correspondait à un livre que j'avais choisi. Donc juste pour rappel, j'avais fait courir ce challenge Voilà l'été du 21 juin au 22 septembre et j'avais choisi de lire 10 bouquins. Il y en a deux que je pourrais pas vous montrer, mais je vous mettrai un petit encart, un petit montage comme d'hab, parce que ce sont soit des livres que j'ai empruntés et donc que j'ai rendus, soit en l'occurrence un livre que je n'ai pas aimé donc que j'ai revendu. Alors je suis désolée, je viens de me rendre compte qu'il y a des travaux dans la rue, pour changer comme d'habitude. Donc j'espère que vous entendez pas trop le bourdonnement d'une bétonnière, je pense, qui est pas très loin. Ça va être quasiment la dernière vidéo dans ce décor, puisqu'on déménage dans moins de 2 mois. En tout cas on déménage toujours en ville, mais dans un quartier qu'on espère beaucoup plus calme, en tout cas beaucoup moins passant, et je pense avec beaucoup moins de travaux. On croise les doigts, hein. J'espère qu'avec ma guigne des voisins et du voisinage en général, on va pas se taper encore des trucs complètement improbables, genre du karaoké sur le balcon avec projection de vidéos sur le mur d'en face. Ça c'était magnifique, je pense que ça a été l'apothéose de tous les voisins que j'ai pu avoir. Voilà, on vous tient au courant. Et puis on vous fera, alors visiter peut-être pas, mais on vous montrera nos espaces bibliothèques dans notre futur logement, qui sera sans doute un peu plus petit que ce qu'on a actuellement. Et donc là c'est un peu la grande réflexion, comment on va faire pour faire rentrer notamment les livres. Et j'en profite pour faire une petite digression pour vous dire que on a mis pas mal de trucs en vente sur notre boutique Vinted, notamment pas mal de bouquins, mais aussi des vêtements, des accessoires, enfin bon, il y a un petit peu de tout, parce qu'on doit faire de la place et que ça sera toujours ça de moins à apporter dans les cartons lors du déménagement. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a vraiment de tout, il y en a pour tous les goûts, pour les petits, pour les grands, il y a des romans, des comics, des albums, des BD, des mangas, enfin vraiment il y a un petit peu de tout. Les prix sont pas forcément très chers, hein, parce qu'on cherche pas à s'enrichir, on veut vraiment faire de la place. Et puis on a mis en place le système de réduction des 2 articles achetés. Donc vous achetez 2 articles, vous avez 5% de réduction, vous en achetez 3 ou 4, vous avez 10% de réduction je crois. Et vous en achetez 5, vous avez 20% de réduction, il me semble. Bon, à vérifier, mais en tout cas plus vous achetez, plus vous avez de la réduc. N'hésitez pas, on compte sur vous. Allez, cette fois c'est parti, après cette longue digression, je reprends la liste des 10 défis que je m'étais lancé pour cet été. Premier défi, démarrer en beauté, le tout premier livre que je voulais lire pendant cet été. J'avais choisi un truc très estival, L'été circulaire de Marion Brunet aux éditions Le Livre de Poche. Alors je dis que c'est un titre très estival parce que on retrouve été dans le titre et qu'effectivement ça se passe pendant un été. Mais en revanche, c'est pas le truc la fiesta léger, on lit ça sur la plage, les pieds en éventail. Non, c'est vraiment un drame familial. C'est assez glauque, assez sordide. Donc voilà, c'est pas super pour le moral, mais pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le premier livre que je lisais de Marion Brunet. J'ai trouvé le style vraiment super accrocheur, super efficace, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors ça parle de quoi? Ça parle d'une famille dans le sud de la France, une famille plutôt de la classe moyenne. Les parents sont en fait des immigrés portugais qui sont installés en France. Le papa, très cliché, travaille dans le bâtiment. Les 2 parents ont 2 filles qui ont 15 et 16 ans je crois, 2 sœurs, Jo et Céline. Donc Jo c'est celle qui a 15 ans, Céline c'est celle qui a 16 ans. Céline c'est vraiment, donc l'aînée, une jeune fille, parce qu'à 16 ans elle est quand même encore plutôt une jeune fille, qui a beaucoup de succès, qui est très belle, qui s'apprête beaucoup. Jo, elle, 15 ans, c'est plutôt une jeune fille qui va être plus discrète, un peu plus rebelle, elle a les yeux vairons, donc les yeux vairons c'est un œil de chaque couleur, ce qui est une particularité physique qui va toujours la mettre plus ou moins à part des autres. Enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle le ressent. Elle est vraiment un peu en marge de sa famille parce que elle sent que sa famille n'est pas un modèle vraiment sain à suivre, et donc elle aimerait bien s'extraire de ça. Elle aimerait bien vivre une autre vie, aller voir ailleurs, aller dans d'autres milieux. Et en même temps, on va le voir au fil de l'histoire, quand des gens extérieurs attaquent sa famille, se moquent de sa famille, elle les défend
becs et ongles. Elle est toujours dans cette dualité. Elle déteste certains côtés de sa famille et en même temps elle adore sa famille. Bon voilà, ça c'est la mise en contexte. L'élément perturbateur, ce qui va tout déclencher, c'est que cet été-là, comme tous les autres étés, les deux sœurs vont aller à la fête foraine qui est installée dans le village et lors d'un tour de manège, Céline va s'évanouir. Et en fait, on va découvrir que Céline est enceinte. Donc là, drame, bombe dans le petit cocon familial. Le père est complètement hors de lui. Il a qu'une idée en tête, c'est de trouver qui est celui qui a mis sa fille enceinte. Donc évidemment, Céline ne dit rien, elle veut absolument pas dire qui est le coupable. Et le père, ça va le rendre complètement fou. Ça va lui monter à la tête et il va plus penser qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Il va vouloir absolument trouver le coupable et il va y avoir une gradation, une montée dans la tension et dans la violence dans ces milieux ouvriers avec le côté populaire, immigration. Ce père travaille dans les villas de très riches qui ont des villas vraiment des maisons secondaires dans le sud de la France. Donc il y a ce côté aussi envie de ce que des personnes d'un autre milieu peuvent avoir alors que lui n'a pas. Il va y avoir un engrenage, une montée dans la jalousie, dans les tensions, dans la violence et j'ai trouvé que c'était mais vraiment hyper percutant, hyper réaliste. J'y ai cru, vraiment. Mais par contre, comme c'est très percutant et très réaliste, on n'en sort pas forcément indemne de cette lecture. Si vous avez envie de la lire, je vous préviens, voilà, c'est pas la lecture légère à faire sur la plage les doigts de pied en éventail. Mais je vous conseille, et si tous les livres de Marion Brunet sont du même acabit, vraiment ça me donne envie de lire autre chose de cette autrice parce que j'ai vraiment énormément accroché au style, à sa façon de raconter et puis ce qu'elle nous raconte. Et je vais fermer le rideau parce que alors là j'ai la lumière hyper vive. Je dois être blafarde, ça doit être terrible. Ah voilà, c'est carrément mieux niveau couleur, puis moi je suis un petit peu moins éblouie aussi. Alors deuxième défi, aller au bout de mes projets, il s'agissait de terminer une saga. J'avais choisi de lire le tome 4 de la série Fédélins de Nadia Coste aux éditions Grund de Roman. Fédélins, c'est une série que j'ai commencé il y a vraiment pas mal d'années maintenant, je dirais presque 10 ans en fait, je crois. 2012 ça doit être. J'avais adoré le premier tome que j'avais trouvé d'une douceur, d'une poésie. Donc c'est plutôt pour la jeunesse et c'est de la fantaisie. Donc les Fédélins, c'est un petit peuple de créatures minuscules qui vivent au bord d'une mare. On a une carte au début de chaque roman pour vous rappeler un petit peu où ça se passe. Et donc dans cet univers-là, dans cette société, il y a des pères, des sages qui contrôlent un petit peu tout, qui possèdent la vérité absolue, qui savent tout sur tout. A été mis en place l'idée du destin. À la naissance, chaque petite larve, chaque petit Fédélins reçoit une marque qui va signifier une destinée particulière à ce Fédélins. Donc je me souviens plus exactement, hein, ça remonte à 10 ans, ma lecture du tome 1, donc tous les détails. Si vous avez telle marque, ça voudra dire que vous serez plutôt un bâtisseur, telle marque, vous serez plutôt un guérisseur, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Notre héros, lui, Kyle, va naître malheureusement sans marque. Donc a priori il n'a pas de destin. Donc dès sa naissance, dès sa plus tendre enfance, il se sent hors de la société, il se sent pas comme les autres et il se pose beaucoup de questions. Donc au fil des tomes, il va évoluer, il va voyager, il va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin que ce qu'on leur a toujours raconté. Il va se faire des amis, pas forcément des amis normalement appréciés parce que des amis qui font partie d'autres espèces qui sont plutôt considérés comme des ennemis à la base. Et là dans ce tome 4, alors je veux pas trop vous en dire, mais il va vraiment partir dans une quête particulière. Il va partir à la recherche un petit peu des origines de cette société Fédélins pour pouvoir trouver des réponses à ces questions et découvrir la vérité vraie sur l'origine de ce peuple et sur ce que ça signifie. Et donc il y a toujours cette idée derrière de destin, de libre arbitre. C'est une lecture jeunesse que je trouve vraiment à la fois très réconfortante parce que c'est très doux, c'est très poétique comme je vous le disais, et en même temps il se passe pas mal d'aventures. C'est plutôt classique du côté des aventures et des rencontres avec des personnages un petit peu hauts en couleur, en tout cas différents du héros principal. Les mécaniques du scénario sont un petit peu classiques mais que ça fonctionne vraiment très
très bien. Et vraiment le gros talent de Nadia Coste, la grande richesse je trouve de sa plume, c'est sa capacité à créer des images, à créer un univers qu'on voit très très bien, enfin visuellement c'est très très fort, on a les images qui viennent très facilement dans notre esprit et moi j'adore me retrouver à la place des personnages qui sont minuscules. Voilà, imaginez être grand comme une libellule, parce que ce sont des créatures un petit peu ailées entre le papillon, la libellule, une mare c'est un océan, enfin bon. Mais imaginez ça et je trouve que ça fonctionne super bien et Nadia Coste rend ça très très bien. C'est une saga que je vous conseille qui est super doudou. J'ai vraiment beaucoup aimé la découvrir. Le troisième défi, je l'avais baptisé m'ouvrir à de nouveaux horizons et là je m'étais lancé le défi de lire une autrice que je n'avais encore jamais lue. J'ai choisi un titre qui dort dans ma bibliothèque depuis plus de 10 ans il me semble, 11 ans exactement, puisque je l'ai acheté en mars 2011. Mieux vaut tard que jamais. Elizabeth Peters, l'autrice en question, et le livre s'appelle Un crocodile sur un banc de sable aux éditions Le Livre de Poche. Et en fait il s'agit du premier tome d'une série d'enquêtes sur fond d'égyptologie. Après je pense que les tomes peuvent se lire plus ou moins indépendamment, mais vous allez voir quand même l'évolution des personnages, notamment l'héroïne principale qui s'appelle Amelia Peabody. C'est quand même mieux je pense de commencer par ce premier tome avant de lire les suivants. Alors ça se passe à la fin du 19e siècle. On va suivre donc Amelia Peabody, l'héroïne, qui est une riche héritière anglaise, qui a hérité de la fortune de son père et qui en fait, elle, son rêve c'est de partir explorer et de partir en Égypte parce que ce qui la passionne c'est l'égyptologie et donc l'archéologie égyptienne, les pyramides, les pharaons, les momies, voilà. Elle ne rêve que de ça. Les mariages, les vêtements, la mode, elle en a absolument rien à faire. Elle veut voyager, elle veut être libre, elle veut être indépendante. Donc à la mort du papa, elle hérite aux grandes dames de ses frères qui n'ont rien et elle profite de son nouvel argent pour réaliser un de ses rêves, partir en Égypte. Sur le chemin, elle va faire un petit détour en Italie et là elle va rencontrer une jeune fille sans le sou, complètement perdue, sans attache, qui semble vraiment en mauvais état et elle va prendre cette jeune femme sous son aile. On découvre que cette jeune femme finalement c'est une jeune fille de bonne famille qui elle pour le coup a été déshéritée parce qu'elle a péché malheureusement, elle a eu une relation hors mariage et donc elle a jeté le déshonneur sur sa famille et donc on lui a enlevé tout son argent et elle est mise à la porte, donc elle se retrouve sans rien et elle est seule en Italie. Donc Amelia Peabody en découvrant ça, elle la prend sous son aile et elle lui propose de l'accompagner, donc les deux femmes deviennent amies et partent toutes les deux en Égypte. Elles vont affréter, enfin je sais pas comment dire, un bateau, un navire qui s'appelle une dabadier je crois, une embarcation typique de l'Égypte et elles vont commencer à remonter ou redescendre, non, remonter le Nil et à un moment elles vont tomber sur un chantier de fouilles qui est mené par deux frères anglais également qui sont à la recherche voilà, de matériel archéologique égyptien. Donc Amelia, ni une ni deux, elle s'arrête, elle a envie d'aller voir ce qui se passe et les deux femmes vont se retrouver embarquées dans cette aventure archéologique. Sauf que, et c'est là un petit peu le côté enquête de cette aventure, il va y avoir des événements un petit peu étranges qui se passent sur le chantier, notamment à la nuit tombée. Il y a a priori une momie qui se réveille d'entre les morts, qui vient mettre la pagaille et jeter l'effroi sur le chantier pendant la nuit, notamment auprès des ouvriers égyptiens qui eux sont très croyants et qui pensent vraiment que ils ont réveillé une malédiction et donc il y a une momie qui revient et qui est pas du tout contente. Donc ça va vachement compliquer les fouilles. Donc Amelia Peabody, sa nouvelle amie et les deux frères archéologues vont se retrouver là-dedans et vont devoir mener l'enquête. Alors évidemment, pour pimenter un petit peu tout ça, il y a vraiment une mésentente entre Amelia Peabody et le frère aîné. C'est très amusant parce que j'ai fait pas mal de comparaisons pendant ma lecture, alors deux notamment. Une avec Orgueil et Préjugés, parce que j'avais l'impression, si vous voulez, que les deux frères, ça pouvait être un petit peu les pendants de Darcy et Bingley. Le plus jeune frère, c'est un Bingley. Il est gentil, il est souriant, il est beau gosse, vraiment, il a toujours le sourire. On pourrait presque dire qu'il est un peu niais quoi, mais bon, c'est un gentil. Et le frère aîné, qui a un sale caractère, qui est taciturne, ça pourrait totalement être un Darcy. Et l'autre comparaison, c'est
Alors une comparaison qui est complètement anachronique, mais moi cette espèce d'enquête à la limite du surnaturel et en même temps on se doute que c'est pas du surnaturel mais on sait jamais vraiment, ça m'a fait penser un petit peu aux enquêtes de Scooby-Doo où il y a toujours un petit côté, voilà, une momie qui peut apparaître, enfin un truc, ça pourrait parfaitement être surnaturel et au final, pas du tout. Alors je sais plus trop où j'en étais avant que ne résonne la sonnerie de l'interphone. Ouh, ça m'a essoufflé de descendre et monter. Le sport c'est plus trop ça. Je pense que je parlais de Scooby-Doo et je pense que je vous avais dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Pour le côté ambiance, donc un peu humoristique, un peu mystère, entre le surnaturel et pas du tout surnaturel, des explications vraiment très réalistes, très terre à terre. Je reprends mon souffle. Bon bref, voilà, ça m'a un petit peu fait penser à ça, cette lecture d'un crocodile sur un banc de sable. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est quand même très lent niveau intrigue. Il se passe pas non plus un max d'action pendant cette lecture. En même temps, si vous aimez la littérature un peu plus 19e et l'archéologie égyptienne, je pense que ça pourrait vous plaire parce que on sent que l'autrice est passionnée par le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte ensuite en écrivant mon article sur le blog que l'autrice était elle-même diplômée en égyptologie, donc elle sait de quoi elle parle, elle maîtrise son sujet et ça se sent. Niveau description, on s'y croit totalement et voilà, on a vraiment des détails sur les fouilles archéologiques. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, vous serez vraiment projeté, propulsé en Égypte. Il y a le côté aussi très ironie, critique de la société 19e, notamment d'un point de vue féminin. Ces femmes qui devaient absolument se marier, qui n'étaient pas indépendantes, qui dépendaient de leur père, de leur frère ou de leur mari une fois qu'elles étaient mariées. Voilà, il y a ce petit côté un peu piquant qu'on retrouve aussi chez Jane Austen. Donc si c'est des thématiques, des choses qui vous intéressent, voilà, vous pouvez tenter, pourquoi pas. Je pense que je lirai le deuxième tome à l'occasion, que je peux encore dans ma bibliothèque, mais si un jour je le trouve pas cher, je pense que je tenterai la lecture. Je sais pas par contre si sur 10 tomes c'est pas un petit peu redondant à la fin, parce que je crois que ça se passe toujours en Égypte. Peut-être qu'au bout d'un moment, l'égyptologie, voilà, je sais pas si on fait pas vite le tour quand même. Mais un deuxième tome, pourquoi pas. En tout cas, les héros sont attachants, ça fonctionne bien. Le quatrième défi que je m'étais lancé, je l'avais baptisé Visiter des contrées inexplorées. Et je voulais donc lire soit un livre de nature writing, soit un livre de voyage. Alors là, j'avais un petit peu détourné l'intitulé. Je m'en fous, c'est moi qui avais fait le truc, donc je faisais bien un petit peu ce que je voulais. Et j'avais choisi de lire le tome 4 de Agatha Raisin, qui s'appelle Randonnée mortelle de MC Beaton, et moi j'ai l'édition France Loisirs, collection Piment Noir. Pourquoi celui-là dans ce défi là? Parce que je m'étais dit, visiter des contrées inexplorées, randonner, ça peut peut-être le faire. Bon alors, Agatha Raisin, moi c'est un petit peu je t'aime moi non plus, parce que j'ai l'impression que un tome sur deux, je suis satisfaite et convaincue. Le premier tome, c'était oui mais moyen. Le deuxième, j'avais souri et j'avais passé un bon moment. Le troisième, j'avais été franchement déçue, j'avais pas accroché à l'intrigue. Vraiment un tome inutile à mon goût. Alors là, le tome 4, comme je vous dis que c'est un tome sur deux, très logiquement, c'est un tome qui aurait dû me plaire et qui m'a plu. J'ai passé un bon moment avec cette enquête et qui m'a fait largement sourire. J'ai trouvé qu'elle tenait debout. Alors encore une fois, avec Agatha Raisin, c'est pas des enquêtes à l'Agatha Christie, hein, même s'il y a une similitude dans le nom, même s'il y a une référence à Agatha Christie. Vraiment, Agatha Raisin, c'est pas du tout du même acabit côté enquête. Hein. C'est vraiment hyper léger. C'est pas des grosses enquêtes avec plein de fils qui s'entremêlent, non, c'est vraiment très simple, voire simpliste. Mais pour le coup, cette fois, je trouve que ça tient la route et qu'on peut y croire. Contrairement au tome précédent, où alors là, vraiment, j'avais trouvé aucun intérêt. Les personnages évoluent un petit peu dans ce tome-là et sont plutôt attachants. Toujours à Agatha Raisin, hein, qui a toujours son caractère. Mais j'apprends à la connaître et à l'apprécier de plus en plus. Dans le premier tome, elle m'horripilait. Mais petit à petit, je la trouve plutôt attachante. Vraiment, pour le coup, c'est idéal pour l'été. Et je pense que je vais continuer à en lire un par an. Printemps, été, je trouve que ça s'y prête bien. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai, hein, mais voilà. Pour le coup, j'ai bien envie de continuer. Alors pour le moment, vous pouvez voir 4 défis lancés, 4 lectures et 4 lectures plutôt réussies. Donc c'est plutôt très cool. Le 5e défi, c'était sortir de ma zone de confort. Je voulais lire un genre que je lisais peu habituellement. Et donc j'avais choisi de lire Je serai le feu de Digli, que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai emprunté à la médiathèque. C'est un recueil de
poésie, je dirais même un recueil de poétesses, puisque Digli a choisi de mettre en avant des figures féminines poètes, et à chaque fois le principe c'est d'en faire un portrait, donc à la fois un portrait illustré, dessiné, et 2 ou 3 pages de biographie rapide pour revenir sur la vie de la poétesse, sur son travail, quelles étaient ses sources d'inspiration, ses thématiques de prédilection, et ensuite quelques extraits de ses poèmes. Sur le principe, je trouve ça absolument génial. J'ai beaucoup aimé les portraits illustrés et j'ai beaucoup aimé la partie biographique pour chaque poétesse. J'en ai découvert vraiment énormément que je ne connaissais même pas de nom, donc ça c'était cool. En revanche, je ne suis pas du tout friande de poésie. C'est un genre qui m'est totalement, alors étranger, je vais peut-être pas dire ça, mais je suis absolument hermétique à la poésie, j'ai l'impression. Quand j'étais un ado, je l'étais un petit peu moins, j'étais un petit peu plus romantique. Donc il y a quelques poètes, plutôt des poètes d'ailleurs, hommes, qui pouvaient toucher une petite corde sensible en moi, mais c'est à ce moment-là, quand on est ado, on a des élans émotionnels, amoureux. Maintenant j'ai plus d'élan. Non, c'est pas ça, mais maintenant ça me touche pas quoi. Vraiment je suis hermétique à la poésie. Ou alors je ne trouve pas d'artistes, de poètes, de poétesses qui me parlent. Pourtant il y avait de quoi faire hein, dans ce recueil. Mais je dois avouer encore une fois que si les portraits, les biographies m'ont souvent passionnée, le travail derrière, la production littéraire, les poèmes en eux-mêmes, et ben mais ça m'a laissé complètement de marbre. Il y en a, je pense, aucun que j'ai relevé. Des fois je prends en photo un petit peu un truc qui pourrait me marquer, je pourrais aller faire des recherches derrière. Je pense que j'ai fait 0 photo. Donc je suis assez mitigée sur cette lecture. Parce que d'un côté, encore une fois, je salue le travail de Digli, je salue la volonté de mise en avant de toutes ces poétesses, et notamment des poétesses qui sont vraiment méconnues malheureusement, alors qu'elles mériteraient d'être beaucoup plus mises en avant. Mais avec moi ça marche pas. Donc si vous êtes friand de poésie, allez-y, je pense que vous y trouverez largement votre compte. Pour ma part, c'est pas un flop, mais ça m'a pas réconcilié avec la poésie, malheureusement. 6e défi, me lancer des défis justement. Et là, je souhaitais lire un gros pavé. J'ai choisi 4 sœurs, l'intégrale qui fait quasiment 700 pages, de Malika Ferjouk aux éditions L'École des Loisirs, que ma belle-sœur m'a offert et je la remercie encore. Je connaissais l'histoire des 4 sœurs puisque j'avais lu les adaptations en roman graphique, que j'avais plutôt bien aimé, mais je n'avais encore jamais lu les romans de base, ce qui est chose faite, et j'en suis ravie puisque ça a vraiment été une super lecture. Alors il y a certains tomes que j'ai préférés à d'autres, parce que j'ai plus d'atomes crochus avec certaines sœurs, mais globalement c'est une famille qui est quand même hyper attachante. Donc 4 sœurs, pour vous présenter un petit peu le contexte de l'histoire, mais je vais faire ça très rapidement. C'est l'histoire d'une fratrie de sœurs. Elles sont 5 en fait, ça s'appelle 4 sœurs, mais elles sont 5 et chaque sœur a une personnalité bien différente. En fait les parents sont morts dans un accident de voiture je crois, et c'est la sœur aînée, Charlie, qui est la seule qui n'a pas de tome à son nom, qui élève ses 4 petites sœurs dans une grande maison, une sorte de manoir un petit peu déglingué en Bretagne, sur la côte, vraiment pas très loin de la falaise. Les 5 sœurs grandissent sans leurs parents, évoluent. Chaque sœur est à un âge un petit peu différent. Les thématiques qui sont abordées pour chaque sœur sont différentes fatalement. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et je trouve que c'est toujours écrit avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Il y a de l'espièglerie, il y a de l'humour et en même temps il y a des passages qui sont vraiment très émouvants parce que voilà, ce sont quand même des sœurs qui sont seules maintenant parce que les parents sont morts et donc elles ont des moments où elles pensent à leurs parents, où c'est pas facile hein, forcément. C'est la vie en fait, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de très grande joie, il y a des moments de déception, de chagrin, et on vit tout ça avec ses sœurs. C'est vraiment super bien écrit. Je trouve que Malika Ferjouk réussit à saisir les moments émouvants, les moments du quotidien. Elle fait des portraits qui sont hyper réalistes et en même temps pas du tout parce qu'il se passe des choses vraiment loufoques. On se dit ça peut pas du tout arriver dans la vraie vie, mais c'est hyper touchant, c'est vraiment très chouette. En tout cas moi je vais continuer ma découverte des livres de Malika Ferjouk puisque l'automne dernier j'avais lu Sombre Citrouille pour Halloween, pour le Pumpkin Autumn Challenge, et ça m'avait aussi vraiment beaucoup plu, donc là on est plus un petit peu sur
sur un mystère, une enquête. Mais c'était vraiment très très cool aussi avec cet aspect familial, un peu huis clos, dans un manoir, dans une maison, les relations entre les différents membres d'une même famille. Bon bref, vous l'avez compris, j'aime beaucoup Malika Ferjouk et je vais continuer de la lire. Je continue très vite alors que les travaux s'accentuent dehors, c'est super. Le 7e défi que je m'étais lancé, prendre du bon temps, donc je voulais lire soit un feel good, soit un livre qui parle de danse ou de musique. Je souhaitais lire à la base The Library at the Edge of the World de Felicity Hayes McCoy, donc en VO, et en fait je l'ai pas lu. J'ai pas eu le temps malheureusement, et j'avoue que même si j'ai toujours très envie de lire en anglais, comme je sais que ce sont des lectures qui vont être plus exigeantes parce que je vais y passer plus de temps, parce que je vais devoir être plus concentrée, je les laisse toujours un petit peu de côté pour la fin, et ça a pas loupé cette fois. Je m'étais dit je le lirai en dernier, et malheureusement je suis arrivée à la fin du défi, et celui-là j'ai pas eu le temps de le lire malheureusement. J'espère au printemps ou l'été prochain. Je pense que c'est vraiment plus une lecture un petit peu printanière, estivale, donc j'ai pas trop envie de le lire là pendant l'automne ou l'hiver. J'espère quand même que je le lirai dans quelques mois. Ensuite, 8e défi, ne pas oublier de me rafraîchir. Donc là je voulais lire un livre qui se situe soit dans un endroit froid, soit dans un endroit pluvieux. Et j'avais choisi Les Reflets d'Argent de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Alors là, attention, gros coup de cœur. Je pense que c'est une de mes plus belles lectures de l'année 2022. J'ai absolument adoré cette lecture, de A à Z. L'ambiance, les personnages, l'écriture, j'ai trouvé ça mais merveilleux. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai lu vraiment au bon moment, si j'avais besoin de ce genre d'histoire. Je laisse la moto passer. Quand c'est pas les travaux, c'est les motos. Alors Suzanne Fletcher, vous avez peut-être déjà entendu ce nom parce que c'est celle qui a écrit Un bûcher sous la neige, qui est souvent beaucoup lu sur Booktube, sur les blogs, Bookstagram, etc. On le voit souvent passer, notamment en hiver. Un bûcher sous la neige que j'ai lu l'hiver dernier et que j'avais beaucoup aimé. Ça avait déjà été un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé l'intrigue, les personnages, surtout l'héroïne principale, le style. Voilà, ça m'avait déjà vraiment emballé. Mais alors là, c'est level up. Niveau au-dessus, j'ai encore plus aimé. Tout simplement parce que je pense que le contexte, le décor, l'environnement, ça me parle encore plus. Pourtant, déjà Un bûcher sous la neige, l'Écosse, la nature, les vallons, etc., ça me parle de ouf. Mais là, Les Reflets d'Argent, on est sur une petite île, un contexte, un environnement insulaire, une petite île qu'on imagine sur la côte écossaise, vraiment. Et donc on a cet aspect un petit peu huis clos, puisque sur cette petite île, il y a plusieurs familles qui vivent là depuis des générations, tout le monde se connaît, et il y a vraiment des histoires parfois sordides dans les familles. On va découvrir petit à petit tous les membres de ces familles-là. Mais vraiment, le point de départ de l'histoire, c'est que un matin, distributeur de croquettes. Là, tu vas pas manger? Oh la flemme. Oh la grosse feignasse. Tu vas pas manger? Non. Donc oui, le point de départ de l'intrigue, de l'histoire, c'est que le jeune Sam, qui est un jeune adulte, un matin passe sur une des plages de l'île et va découvrir ce qu'il pense être au début le cadavre d'un homme qui est allongé face contre les galets et qui ne bouge pas. Et en fait il va s'approcher et heureusement ce n'est pas un noyé qui a été rejeté par la marée. L'homme est vivant, alors il est épuisé, il est en assez mauvais état, mais il est bien vivant. Donc il appelle à l'aide, la plupart des villageois, enfin beaucoup d'habitants de l'île viennent, et il va être recueilli par la soigneuse un petit peu des habitants, qui va le prendre sous son aile et puis qui va le remettre un petit peu sur pied. Voilà, c'est le point de départ de l'histoire, et c'est le point de départ d'une bombe sur cette île. Parce que en fait, cet homme, il va faire office un peu de fantôme, il va rappeler un homme qui a disparu en mer quelques années plus tôt, et il lui ressemble beaucoup physiquement. Il va, en surgissant sur cette île, faire ressurgir énormément de choses qui avaient été enfouies chez les habitants, chez la veuve du disparu, chez la mère du disparu, les frères du disparu, la tante du disparu, les neveux, les cousins, enfin bon bref, tout le monde y va de sa résurgence de souvenirs, et ça va faire ressortir énormément de choses. Alors des choses pas forcément très bonnes à entendre, parce qu'il y a beaucoup de secrets de famille, avec des hommes violents souvent, enfin
bon, il se passe des choses pas très jolies, mais l'apparition de cet homme-là va faire ressurgir plein de choses. Et en faisant ressurgir ces choses, ça va permettre de faire évoluer les rapports entre les personnes. On a aussi une vieille dame qui, elle, est persuadée que cet homme est un homme poisson, comme le raconte la légende, une des légendes qu'elle a dans un des livres de contes qu'elle a depuis très longtemps auprès d'elle, un livre qui l'a toujours accompagnée, qui l'a toujours soutenue. Elle est persuadée que c'est l'homme poisson et que l'homme poisson ne restera sur l'île qu'un mois et qu'il est là pour faire changer, pour faire bouger les choses. Donc on a aussi cet aspect un petit peu mythique, mythologique, et on a envie d'y croire. Est-ce que ça peut vraiment être l'homme poisson qui est là pour apporter du changement positivement? Est-ce que c'est un évadé, un naufragé? On sait pas, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais cet homme-là a perdu la mémoire, il sait pas qui il est et il sait pas pourquoi il est là. Je peux pas vous en dire bien plus, si ce n'est que j'ai absolument adoré, encore une fois, le style de Suzanne Fletcher, que je trouve très imagé. Vraiment, moi quand j'arrive à me projeter dans un bouquin, à imaginer les lieux, à imaginer les personnages, les scènes, il y a déjà beaucoup de boulot de fait. Donc là ça fonctionne. Ce côté insulaire, c'est quelque chose qui me parle énormément, parce que mon plus grand rêve dans la vie, c'est pas forcément de vivre sur une île, mais c'est de vivre au bord de l'océan. Ça c'est sûr, et j'espère bien un jour y arriver, hein. Bon là je suis en plein milieu de l'Auvergne, donc autant dire que l'océan, c'est un petit peu loin, mais voilà, c'est un rêve et j'espère que je l'atteindrai un jour. Je rêve d'entendre l'océan en ouvrant la fenêtre, je rêve de marcher chaque jour sur la plage. Voilà, c'est vraiment, je me sens bien au bord de l'océan, et donc lire un bouquin qui s'y passe, c'était génial. J'y étais, c'était trop bien. Bon après, par contre, vivre sur une petite île où tout le monde se connaît, où les familles comme ça ont plein de secrets, moyen. Je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais j'ai corné énormément de pages, parce qu'il y a vraiment énormément de passages qui m'ont ému, qui m'ont retourné, et ouais, ça a vraiment eu un impact en moi. Alors je vous préviens, il se passe pas non plus énormément de choses, c'est très lent. Il faut vraiment entrer dans le style, il faut vraiment que l'intrigue de base vous intrigue justement. Si c'est le cas, franchement vous allez vous régaler, vous allez adorer. Une de mes plus belles lectures de l'année 2022, et je suis dégoûtée de pas réussir à en parler mieux, parce que franchement, mais waouh, je l'avais à peine terminé que j'avais envie de m'y replonger tellement je me sentais bien. Alors c'est un peu bizarre à dire, enfin il y a des secrets qui ressurgissent qui sont hyper lourds. Je sais pas, c'est une ambiance, ne serait-ce que le contexte environnemental, c'est vraiment un truc dans lequel je me suis sentie bien, je m'y suis vue, je m'y suis reconnue, j'avais envie d'y être, je sentais les embruns, le vent, je voyais les moutons dans les pâturages, c'était trop bien. Et bah je vous le conseille si ça vous interpelle. Allez, plus que 2 défis. Le 9e, ça va être assez rapide à vous raconter. Je l'avais baptisé « Il ne faut pas oublier de prendre des forces ». Donc là, lire un livre dans lequel on parle nourriture, que ce soit de la nourriture physique ou spirituelle. J'avais détourné aussi l'intitulé, mais encore une fois je m'en fiche, c'est moi qui ai fait le truc. Puisque j'avais voulu lire Lait et miel de Rupicor, je ne sais plus chez quel éditeur. C'est un recueil de poésie. Je ne peux pas vous montrer le livre, puisque si vous avez écouté le début de cette vidéo attentivement, vous aurez compris que c'est le livre que j'ai revendu parce que je ne l'ai pas aimé. J'en attendais vraiment énormément, parce qu'il y a quelques années maintenant, Lait et miel de Rupicor, ça avait fait sensation sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur Bookstagram, on le voyait partout. Ça avait l'air absolument génial, de la poésie par une femme avec des thématiques féministes, enfin bon, ça avait a priori tout pour me plaire, et j'avais lu quelques extraits, quelques accroches qui semblaient m'accrocher pour le coup, être un petit peu percutant, donc je m'étais dit oh tiens, enfin peut-être un recueil de poésie qui pourrait me parler, qui ne me laisserait pas complètement hermétique. Et en fait j'ai vite déchanté malheureusement, puisque lors de ma lecture, au final je n'ai trouvé que très peu de passages qui ont vraiment eu un impact sur moi, qui m'ont parlé, qui ont été percutants. Que ce soit finalement dans la forme en elle-même, en fait, j'ai rien trouvé de particulièrement extraordinaire. Alors je lis une traduction, hein, j'ai pas lu le texte en version originale, peut-être qu'en anglais ça a beaucoup plus d'impact, mais n'ayant pas un niveau d'anglais fou, valait mieux que je le lise en français. Mais en tout cas au niveau de la forme, c'est plus de la poésie, enfin j'y connais rien en poésie, mais c'est des
c'est même pas des vers, enfin c'est de la poésie libre hein, si vous voulez. Il n'y a pas forcément de forme très structurée, avec des rimes, des nombres de strophes, c'est pas des alexandrins, genre de choses, vous voyez, il n'y a rien de vraiment structuré, c'est complètement libre. Je pense en fait que je suis plus faite pour la poésie structurée avec une sorte de rythme et de mélodie qui insuffle un rythme en moi et me ferait peut-être, je pense, plus ressentir de choses, mais en fait je pense que ça me correspond plus. Ça l'a pas fait, ça m'a pas marqué. En fait je me demande même pourquoi ça a eu tant de succès en fait, je comprends pas. Alors quand j'en ai parlé vite fait sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que en fait elles aussi elles avaient été super déçues, qu'elles avaient pas compris la folie autour de ce titre là. Donc ça m'a un petit peu rassurée, je me suis dit ouf, c'est pas moi qui suis complètement insensible et qui comprend rien. Mais en même temps j'ai vu d'autres personnes qui avaient vraiment adoré, qui s'étaient reconnues dans ce recueil. Bon en même temps tant mieux hein, mais vraiment je n'ai pas compris. Donc je vous invite à aller lire quelques extraits et à vous faire votre propre avis sur la question. Mais si vous l'avez lu, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Allez, je termine rapidement avec le dernier défi qui était rentrer, reposer et reprendre le quotidien, donc 10e et dernier défi. Et donc là je voulais lire un genre ou une autrice doudou. J'ai choisi les deux, j'ai choisi la fantasy et l'autrice doudou, j'ai choisi Robin Hobb puisque j'ai lu le premier tome des Aventuriers de la mer aux éditions J'ai lu. Donc Robin Hobb a écrit beaucoup de choses sous ce pseudo là ou sous celui de Megan Lindholm. Je commence à avoir lu quelques trucs d'elle sous le pseudo Robin Hobb, les 6 premiers tomes de l'Assassin Royal ou le premier cycle complet de l'Assassin Royal, et sous le pseudo de Megan Lindholm j'ai lu entre autres le peuple des reines que j'avais vraiment adoré l'hiver dernier. Ça a été un gros coup de cœur. L'Assassin Royal c'est aussi un assez gros coup de cœur. Tous les tomes ne sont pas aussi bons, mais globalement j'ai vraiment des atomes crochus avec Fitz, le héros principal, et donc j'avais un petit peu peur de le laisser pour me plonger dans une autre série de l'autrice, mais série qui est liée à l'Assassin Royal. En fait on m'a souvent largement conseillé de lire le premier cycle de l'Assassin Royal, donc moi ce qui correspond aux 6 premiers tomes dans le découpage le plus fin en fait. Ensuite d'enchaîner avec tous les tomes des Aventuriers de la mer et ensuite de reprendre avec le deuxième cycle de l'Assassin Royal. Donc au début je rechignais un petit peu parce que vraiment j'avais pas très envie de quitter Fitz qui est un personnage que j'adore, et je dois avouer qu'au début j'étais pas super emballée et j'ai eu du mal à entrer dans l'histoire et à m'attacher au personnage. La principale différence entre les Aventuriers de la mer et l'Assassin Royal, c'est que l'Assassin Royal, on suit Fitz de façon assez introspective, on ne suit que lui, c'est vraiment le héros. Finalement, fatalement, on devient très proche de lui. Là, c'est un roman choral, c'est-à-dire que chaque chapitre va présenter un personnage différent. Bon après il y a un roulement, hein, les personnages reviennent, il n'y a pas 15 chapitres, 15 personnages. Ça a un intérêt parce que ça permet d'ouvrir le monde, on voit plus de personnages, donc plus de situations différentes, et on a un œil voilà, beaucoup plus large sur ce qui peut se passer dans cet univers fantasy. Et en même temps, le fait de s'éparpiller dans plusieurs personnages, on passe moins de temps fatalement avec chacun d'eux, et donc personnellement j'ai un peu plus de mal à m'attacher à eux. Donc dans cet univers là, les personnages qu'on va suivre principalement sont Althea, une jeune femme qu'on voit sur la couverture, qui navigue avec son père sur une vive nef. Donc les vives nefs sont des bateaux magiques dans cet univers qui ont un bois magique particulier. Ce sont des bateaux qui sont vivants, enfin qui prennent vie grâce à leurs propriétaires. Quand plusieurs propriétaires successifs d'une même famille décèdent, ils offrent en gros leur âme au bateau, et au bout de plusieurs âmes, le bateau prend définitivement vie. Althea, elle adore la vive nef, elle adore naviguer avec son père, donc au décès de celui-ci, elle est persuadée que la vive nef va lui revenir. Et en fait, non, elle va être déçue. Finalement, la vive nef va aller à sa sœur aînée, qui elle ne navigue pas du tout, et plutôt femme au foyer, sans ambition, malheureusement. Et ça va surtout aller au mari de celle-ci, qui pour le coup, lui, est un capitaine qui a beaucoup d'ambition, mais pas du tout les ambitions qu'Althea aurait voulu. Ça va parler un petit peu d'esclavage, d'éthique, genre de choses, dans les thématiques qui sont abordées dans cet univers de Robin Hobb. Donc voilà le premier groupe de personnages. À
ce groupe-là va se greffer Yemin, qui est le neveu d'Althea, donc le fils de sa sœur aînée et du capitaine qu'elle peut pas supporter. Donc Yemin est un jeune adolescent qui lui avait pour vocation d'entrer dans des ordres religieux, et en fait ses parents le rapatrient pour qu'il se mette à la navigation, pour qu'il devienne le successeur, qu'il prenne possession de la Vive Nef. Alors lui, il a pas du tout envie, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, il déteste naviguer. Lui, ce qu'il voulait, c'était continuer son apprentissage dans les ordres, devenir un religieux, voilà. Autre personnage qu'on va apprendre à découvrir ici et qui va prendre sa pleine mesure, je pense, dans les tomes suivants, parce que là, il reste assez effacé pour le moment. Ensuite, on a un pirate qui est un sale type, vraiment antipathique, qui voudrait rallier tous les pirates à sa cause pour devenir le roi des pirates et régner sur les mers. Et lui, ce qu'il aimerait bien, c'est récupérer au moins une Vive Nef pour être un petit peu plus fort, puisque vous vous doutez bien que les Vive Nef, donc ces bateaux magiques, ont des pouvoirs assez attractifs mais sont assez rares, et on peut pas en avoir une comme ça en claquant des doigts. C'est un sale type, il va pas réussir facilement son coup, puisque les autres pirates ont pas forcément envie d'être sous la coupe de quelqu'un, d'avoir un roi pirate, ça les intéresse pas du tout, ils ont envie d'être libre et de faire ce qu'ils veulent. Donc il va peiner un petit peu à mettre en place ses ambitions, mais on va découvrir ça petit à petit. Et enfin, autre personnage à part entière qu'on découvre un petit peu mais sans plus, et ça reste très mystérieux, et ce sont des chapitres que j'ai pas forcément beaucoup appréciés pour le moment, ce sont les serpents de mer, qui sont des espèces de serpents géants, genre presque des dragons, qui envahissent les eaux les mers de cet univers là, et sèment la terreur, parce qu'ils bouffent les navires, ils bouffent les personnes, ils sèment la pagaille. Quelles sont leurs ambitions? Est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce que voilà, je pense que oui, parce qu'il y a des chapitres qui leur sont dédiés, donc on sent que c'est pas juste des bestioles, des grosses bestioles sans cerveau qui ont juste envie de bouffer. Je pense qu'il y a autre chose derrière et qu'on en saura plus petit à petit, et c'est peut-être ce qui fera le lien avec l'Assassin Royal, je ne sais pas. Voilà, je n'ai lu que le premier tome qui correspond à la toute première partie de la première intégrale en VO. Là c'est presque une introduction. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce qu'en fait il se passe pas grand chose, c'est la mise en place des personnages, de l'intrigue, du fil rouge, et donc je suis arrivée à la fin de ce tome là qui fait 300 pages en me disant il s'est pas passé grand chose, et c'est justement dans les derniers chapitres de ces 300 pages que ça commence à se mettre en place en fait. Et donc je pense que la plus grosse partie de l'action est vraiment le gros de l'intrigue, ça sera dans les tomes suivants. Après ça reste très bien écrit, les relations familiales, les relations entre les personnages sont super bien décrites, super bien amenées comme d'habitude avec Robin Hobb. Il y a des thématiques comme je vous disais, l'esclavage, l'éthique, tout ça, c'est super intéressant. Voilà, on s'y croit aussi, hein. Franchement ça fonctionne bien, c'est toujours un plaisir de lire Robin Hobb, mais pour le moment j'avoue quand même que je préfère l'Assassin Royal, pour le moment. Après je changerai peut-être d'avis, j'ai la suite dans ma bibliothèque et je pense que je lirai ça courant 2023. Voilà, j'en suis arrivée au bout du bilan de ces 10 défis. Comme vous avez pu le constater, sur les 10 livres que je devais lire, j'en ai lu 9, qui est plutôt pas mal. Et sur les 9 livres lus, j'ai quand même eu beaucoup de très belles lectures, voire des coups de cœur. Donc c'est plutôt très cool, et j'ai eu, on va dire, 2 déceptions, mais que j'ai vite oublié. C'est clairement, je trouve, un beau bilan. Par contre, on est actuellement le 21 octobre, je crois. Donc on est en plein de le Pumpkin Autumn Challenge. Et alors là, je vous ferai un bilan à la fin du Pumpkin Autumn Challenge, mais là je pense que ça va pas être la même du tout. Déjà parce que j'ai commencé ce challenge très en retard, avec plus d'un mois de retard, parce que le top départ ça a été le 4 septembre. Comme moi j'étais encore dans mon challenge de l'été, je savais que je le commencerais un petit peu en retard, mais finalement ça a été encore plus tard que prévu. Je pense que j'ai commencé mes lectures que début octobre. Et en plus, en ce moment j'ai pas tellement la tête à lire, et j'avoue que si je lis, c'est pas tellement les trucs que j'avais prévus pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pas de spoiler, je vous dirai ça dans le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous aurez découvert des livres que vous ne connaissiez pas et que vous avez envie de lire maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, s'il y a des livres qui vous ont interpellé et que vous avez envie de lire maintenant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à partager. C'est vraiment grâce à ça que la chaîne vit un petit peu, vivote, hein, il faut bien l'avouer. Je suis pas très efficace dans la publication de vidéos, j'en publie définitivement pas assez, mais voilà, j'essaye de faire avec mon temps, et comme je suis une très grosse bavarde, le montage derrière est vraiment très long. Des fois j'ai juste la flemme en fait de me dire va falloir que tu montes derrière, donc voilà. Bref,
Merci, merci, merci à ceux qui restent fidèles malgré les années et malgré mon rythme de publication vraiment très aléatoire. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous souhaite un bel automne. J'espère quand même vous retrouver d'ici la fin de l'année. En tout cas, je vous dis à bientôt, très belle lecture. N'hésitez pas à passer sur Vinted, n'hésitez pas à passer sur Instagram et le blog, j'y suis un petit peu plus régulière quand même. Je vous dis à bientôt, merci, salut!